Et en démontant les toilettes du marathon de la bière l'année dernière, il s'agit qu'on a entendu un son un peu familier. Donc mon chef Guillaume, que je fais une grosse dédicace, m'a mis clairement les mains dans la merde. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Dossard. Aujourd'hui, on va parler d'événementiel sportif, on va parler aussi de saut à la perche, on va parler de celles et ceux qui font les événements et l'investissement notamment bénévole. Bienvenue. Nathan Bouteille, perchiste Colco 42 et organisateur d'événements. Bonjour Nathan. Salut Victor. Comment vas-tu? Très bien, ravi d'être ici. Eh bien, j'ai bien envie de savoir comment tu es arrivé à l'athlétisme. Eh ben, bonne question, ça fait déjà un petit moment, donc je me rappelle pas de tout, mais je suis arrivé à l'athlé il y a 16 ans, je dirais. Famille plutôt sportive, donc mes parents font pas mal de courses, de trail, et du coup, ils m'ont forcément, l'athlé c'était un peu logique. Ma grande sœur faisait de l'athlé, donc je m'y suis mis aussi. J'aurais bien aimé naître perche en main comme mon dos, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais voilà, j'ai quand même commencé assez jeune, donc et puis ça m'a tout de suite plu, donc trop cool. Depuis 16 ans, une histoire d'amour, l'athlétisme, et surtout une histoire d'amour, le Coquelicot 42. Que représente ce club pour toi? C'est le club où j'ai pris ma première licence, donc forcément, l'athlé c'est beaucoup de moments sur le stade, c'est plein de rencontres, donc des catégories jeunes à aujourd'hui, tous les entraînements, tous les coachs qu'on rencontre, tous les bénévoles, les juges qu'on croise, c'est toujours des gens du club qui nous tournent autour toute la semaine, tous les week-ends en compète. Donc c'est plein de super moments. Moi j'ai toujours été au coq, donc c'est toujours les personnes du coq. Pour moi l'athlé c'est un peu le coq quoi. Et donc c'est un club puis c'est un club assez historique. Donc on a aussi envie de s'y investir. Je pense qu'on a aussi cette chance-là par rapport à d'autres clubs d'avoir un passé, puis d'avoir plein de choses. On a des organisations, moi je me suis un peu investi en dehors d'ailleurs de mes entraînements, au comité directeur, etc. Et en fait plus tu t'investis dans ces clubs, plus c'est des bons moments et plus on a envie d'en faire plus et de continuer quoi. Tu as commencé, tu l'as dit, avec un parcours assez classique, du kid athlé finalement, vers les compétitions. Toi, catégorie Benjamin minime, comment ça se fait que quand tu bascules vers cadet senior, cadet junior, espoir puis senior, tu te spécialises vers la perche? Comment s'est fait aussi cet attrait vers la discipline aujourd'hui qui est la tienne? Ça se fait forcément Benjamin minime, on fait un peu de tout. Et en plus, moi j'ai la chance d'avoir aussi notamment un très bon entraîneur en minime qui nous faisait vraiment toucher à toutes les disciplines. Tu peux le Ouais. citer, hein. Damien Oliveras, qui est du coup maintenant qu'aujourd'hui qui a arrêté, qui est directeur du STAPS à Saint-Étienne. Et c'est lui qui m'a entraîné mes 2 années minimes. Et c'est vrai que je le remercie. Et puis j'en parle encore avec des potes qui étaient avec moi en minime, mais même qui ont arrêté l'athlé et tout maintenant. Et tout le monde est quand même content d'avoir été avec lui parce qu'il nous a beaucoup embêtés, beaucoup embêté, mais d'un côté on a touché à tout. Moi je me suis retrouvé sur plein de crosses, un truc que j'aimais pas du tout. Il y a eu quelques déceptions, quelques vomis, quelques crosses. J'étais habitué des podiums, mais plutôt les podiums à l'envers, les dernières places. Donc voilà, et en fait on testait tout. Et moi la perche ça m'a un peu plu au début. C'était pas non plus le coup de cœur, mais j'avais un très très bon pote qui faisait de la perche. Yanis, et ça m'a en fait c'est un peu ça aussi la clé au début, c'est on en fait pas forcément parce qu'on aime la clé ou parce qu'on aime telle discipline, et je le vois aussi encore aujourd'hui avec les jeunes au club, c'est aussi parce qu'on est avec nos potes, parce qu'on va passer des bons moments à l'entraînement, on vient s'amuser aussi. Et mon pote faisait de la perche, on avait Cyrine et Bondo, qui était une très très bonne perchiste, qui a été plusieurs fois championne d'Afrique, qui était encore au club, qui est un peu sur la fin de carrière, qui commençait à entraîner, donc c'est elle qui nous a un peu donné ce goût-là de la perche. Et du coup, petit à petit, sur minime, on s'est un peu spécialisé en perche, en continuant de faire tout, les combinés, etc. Et puis, arrivant en cadet, faut choisir un groupe. Et du coup, avec mon pote Yanis, on allait sur la perche. Et lui, il a eu quelques soucis, moi, je suis resté, donc c'est trop cool.
la perche, c'est une discipline un petit peu à part quand même. Dans le monde athlétique, on dit souvent que c'est quand même la discipline la plus extrême dans notre sport parce que il y a un renversé à réaliser. À un moment, on a la tête qui est quand même plus proche du sol que nos pieds. Il y a la vitesse, il y a aussi la montée dans les airs et puis toute l'agilité à avoir. C'est quoi ton rapport à cela? Bah je suis pas totalement d'accord avec ça. Souvent, on dit effectivement que c'est la discipline la plus dangereuse, la plus effectivement spectaculaire, etc. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant à première vue. En fait, quand on pratique, c'est tellement progressif. On voit personne arriver perche en main et sauter 5 mètres ou 6 mètres ou 6 mètres 30. En fait, on commence à monter sur le tapis et après monter un peu plus haut que le tapis et encore un peu plus haut, etc. Et en fait, voilà, ça se fait petit à petit, c'est très progressif et au final, ben, faudrait voir les statistiques d'ailleurs. Peut-être que toi, grand statisticien, tu les as, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'accidents à la perche que dans d'autres disciplines. Par contre, c'est vrai que bah moi, cette discipline, je l'adore et j'en fais encore parce qu'au niveau sensation, c'est exceptionnel. C'est trop bien. Et puis pour le coup, qu'on passe une barre à 3 mètres ou à 5 mètres, 6 mètres, j'ai pas encore fait. Mais c'est trop bien. On a une sensation qui est unique. Et je sais pas si on retrouve cette sensation dans d'autres disciplines de la clé. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ça. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce regard du grand public de waouh, c'est impressionnant. Il y a cette projection en l'air. C'est quand même c'est spectaculaire. Mais je suis pas sûr que ça soit moins un sport de cascade ou quoi que le triple saut par exemple ou une autre discipline de la clé quoi. Tu nous as dit dans ton introduction que tu n'étais pas Mondo, en référence à Armand Duplantis, dit Mondo, le recordman du monde actuel du saut à la perche. Si tu pouvais choisir un perchiste tout temps confondu, alors souvent le triptyque on sort c'est Sergei Boubka, Renaud Lavelloni et puis Armand Duplantis. Euh, qui choisirais-tu et quelle qualité t'aurais envie de leur piquer pour l'apprendre? Euh, les ischios de mon dos. Je pense que je prendrais les ischios de mon dos du Plantis. Bah, voilà, c'est la vitesse en fait. La vitesse, c'est phénoménal. Enfin, aujourd'hui, à la perche, quand on a atteint un certain niveau, une certaine technique, on voit vraiment que c'est la vitesse qui fait la différence. Et aujourd'hui, mon dos, c'est un avion. Il est au-dessus de tout le monde en termes de vitesse. Et ça, je pense que je suis pas le seul à lui l'envier. Et on a vraiment envie d'arriver pleine balle dans le butoir et en fait c'est le facteur déterminant à la perche. Après à technique égale, etc. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Mais si je pouvais lui piquer un peu de vitesse et une solidité des ischios, parce qu'il faut aussi pouvoir y aller à cette vitesse. Faut être solide derrière pour éviter les blessures. C'est pas si facile que ça. Mais voilà, après je prendrais bien aussi quelques qualités aux deux autres, mais je pense que le plus important ce serait la vitesse. Tu penses qu'il t'en manque encore un peu? Il m'en manque encore pas mal. Il m'en manque encore pas mal et puis il en manque toujours en fait. Bah à part au roi du Plantis, je pense que tout le monde a besoin de. Et puis c'est aussi le ce qu'on cherche le plus à développer à l'entraînement, du coup d'essayer de toujours se rapprocher. Après du Plantis, c'est aussi des qualités que j'ai pas de base ou que d'autres athlètes n'ont pas de base. Donc même avec énormément d'entraînement, c'est compliqué, mais Tu as passé 5 mètres l'an dernier, ton record c'est 5 mètres 05. ouais. Qu'as-tu ressenti quand tu as franchi 5 mètres alors que tu t'y étais essayé quelques fois avant? Ouais, ce que j'ai senti, c'est en plus c'était aux interclubs moi, donc c'était encore plus incroyable parce que bah, c'est une compète par équipe, on a envie de perfer. Et puis là, moi, ouais, j'avais essayé beaucoup de fois. Ça faisait un bon moment que je tentais cette barre et ouais, la perche, en plus, on le sent dans le saut que ça va passer, on le sent avant de retomber sur le tapis. Et ouais, j'ai explosé. D'ailleurs, il y a une photo qui me fait bien rire où on me voit en l'air. C'est assez drôle. Et ouais, j'étais juste trop content. Après, on réalise pas trop sur le coup. Et après, en fait, ça devient très vite banal. Parce qu'en fait, bah, dès qu'on passe cette barre-là, bah, tout de suite, en fait, on se rend compte que bah, il y a aussi quand même plein d'autres perchistes qui l'ont déjà fait. Et qu'en fait, bah, il y a plein d'autres limites et qu'on a envie de progresser encore. Et comme quand on passe 4 mètres à un niveau, enfin, plus jeune ou alors à un autre niveau, bah voilà, on est trop content, on a passé cette barrière. Ah bah, en fait, il y a encore une autre barrière.
Et ouais, ça c'est, mais bon, c'est incroyable. C'est vrai que c'est une barre qui ouvre aussi plus de portes dans les meetings, etc., qui parle un peu plus dans le milieu. Et je suis trop content de l'avoir fait. Et j'espère que ça ira un peu plus haut. Donc, c'était à Toulouse l'an C'est dernier ça, pour les interclubs. c'est ça. Cette année, les interclubs ont été un petit peu plus compliqués. Compliqué, effectivement. Ouais, voilà, j'ai pas pu participer. Toujours avec une fragilité au niveau des ischios. Voilà, donc je me suis fait une lésion fin avril, donc 2 semaines avant. Mais j'étais présent pour supporter mon club, qui a d'ailleurs qui s'est magnifiquement bien battu, qui était à pas grand-chose de monter la division d'au-dessus. Et on reviendra l'année prochaine pour, euh, pour essayer de monter et j'espère participer, parce que c'est vraiment la meilleure compète en athlée, quoi. Par équipe, comme ça, en club, c'est c'est toujours incroyable toutes les années. Même si on était en terre lyonnaise, en terre ennemie cette année, c'est toujours des bons moments. Surtout quand on a sur le maintien à la fin. Carrément, ouais. Bah là, pour le coup, nous, cette année, c'était un peu plus cool parce que chaque année, on y va un peu en jouant le maintien. Cette année, on jouait la montée. Comme au foot, ça n'a pas réussi, mais on reviendra. Comment es-tu arrivé sur ce volet? Je ne pratique pas seulement, mais je donne la main. Je crois que tu as des diplômes Alors, t'aimes pas trop le demi-fond, mais je crois que tu es entraîneur demi-fond adjoint. Il va falloir que tu m'expliques hors stade. Il va Alors, falloir que tu m'expliques déjà comment tu arrives à ça. alors ça, c'est une légende. Je suis pas entraîneur. Alors, j'ai des diplômes d'entraînement, mais je suis pas du tout entraîneur demi-fond. C'est une faille sur ma fiche FFA, mais que je suis ravi d'avoir, effectivement, d'être entraîneur demi-fond régional, c'est ça, il me semble, hein. Donc, faudrait que j'en parle à un moment à un responsable de l'air fédéral. Mais voilà, j'ai ce diplôme-là. Non, par contre, plus sérieusement, j'ai jamais entraîné en demi-fond et je ne souhaite pas forcément entraîner en demi-fond. Mais c'est vrai que je me suis orienté après le lycée, moi, en STAPS, avec l'envie d'entraîner. Et du coup, je me suis investi en fait directement dans le club en tant qu'entraîneur, d'abord pour les plus jeunes et après à la perche, du coup. Et c'est comme ça que voilà que je suis rentré dans le un peu à côté de juste être athlète. Et petit à petit, ben, je suis aussi rentré au comité directeur parce que je me suis dit voilà, c'est bien d'entraîner, mais si on veut faire bouger un peu les choses, il faut aussi s'investir un peu plus bénévolement, etc. Donc je suis rentré au comité directeur et après on a créé du coup le meeting de Saint-Etienne. Donc pareil, ça a pris pas mal de temps d'investissement à côté, mais aujourd'hui j'en suis très content et ça devient un beau meeting. Et voilà, bah en fait, ce qui est un peu dur, c'est quand on commence à s'engager, ben on y reste en fait, et on ajoute toujours un petit truc, on a toujours envie de s'investir sur autre chose. Donc des fois c'est un peu de temps, beaucoup de temps, mais c'est ça qu'on aime aussi. La partie organisation, tu nous as dit entre les lignes, ça prend du temps. Mais ça représente quoi concrètement en termes d'investissement, hormis le temps? Qu'est-ce que toi, dans ta vie d'organisateur de meeting, organisateur d'événements, euh, membre du comité directeur du Coquelicot 42, quels sont les impacts au quotidien pour toi? Ou plutôt, les bonnes choses qui t'arrivent grâce à ça au quotidien? Les impacts, c'est quand même des bons moments, hein, parce on le fait aussi parce que c'est cool et que derrière ça nous fait quelque chose. On le fait pas juste parce que c'est une contrainte. Non, moi je trouve que c'est très gratifiant, notamment sur les événements. C'est super gratifiant d'arriver le jour de l'événement. On sait qu'on a bossé pas mal dans l'ombre avant. C'est ça en fait, c'est beaucoup de travail dans l'ombre. On bosse sur les trucs que les gens voient pas. Les gens arrivent le jour J, le jour de l'événement. Tout est prêt, tout est bien. Il y a pas trop de soucis. Et en fait, derrière, il y a quand même un peu de travail. Et ça, par contre, moi, c'est ça que j'aime trop, et c'est pour ça aussi que je m'investis, c'est que quand les gens sont contents derrière, c'est trop bien, quoi, de se dire, bah ouais, c'est aussi un peu grâce à moi, et voilà, c'est des bons moments. Après, voilà, c'est du temps, c'est un peu d'organisation, parce que on pourrait s'investir en fait des heures et des heures. Il y a toujours des choses à faire. Faut faire un peu des choix, etc. Mais C'est quoi la plus grosse galère que tu as connue? la plus grosse galère, je sais pas s'il y en a une qui sort là tout de suite. Il y a beaucoup de galères en fait. C'est que des galères globalement. Pendant l'événement, c'est toujours gérer des micro soucis, plein de petits trucs que normalement les gens ne voient pas, les participants ne voient pas. Après,
Je sais pas s'il y en a une qui se démarque vraiment. Ouais, là, j'ai pas tout de suite un gros souci. Ça reviendra peut-être, je le dirai. A few moments later. Bah, du coup, j'ai retrouvé mon anecdote. Et elle est bah, autour du marathon de la bière, forcément, et sur les moments qu'on voit un peu moins. Notamment sur le démontage l'année dernière de l'événement où ça nous prend plusieurs jours, ouais, des choses qui sont un peu plus drôles que d'autres. On retrouve beaucoup d'objets. Voilà, je ferai pas une liste de tous les objets, mais voilà, mais notamment des cartes bleues, des cartes d'identité, des clés de voiture, etc. Et en rangeant, la dernière chose qu'on démonte sur un événement, c'est les toilettes. Parce qu'on a besoin des toilettes tout le temps. Donc on a besoin des toilettes même pour le démontage. Et en démontant les toilettes du marathon de la bière l'année dernière, il s'agit qu'on a entendu un son un peu familier. Voilà, donc on s'est un peu approché des toilettes, etc. Il s'agit qu'il y avait un téléphone qui sonnait au milieu des excréments. Et dans notre bonne conscience, on s'est dit non, quand même, voilà, le marathon de la bière, c'est une vraie expérience pour les coureurs. On peut pas se permettre de perdre un téléphone. Donc mon chef Guillaume, à qui je fais une grosse dédicace, m'a mis clairement les mains dans la merde pour aller chercher un, un téléphone d'un coureur voilà, qui devait être ravi de le retrouver derrière avec une odeur pas forcément des plus agréables. Mais voilà, c'est des moments comme ça où il y en a plein en fait. Les gens les voient pas, mais voilà, c'est des moments un peu drôles. Là. Sur le coup, c'était pas très drôle, on a beaucoup rigolé après. Bon, on est parti sur l'anecdote un peu plus euh, négative, entre guillemets, mais plutôt qui essaye le plus l'organisateur. À l'inverse, quelque chose que tu retiens, un moment marquant dans les organisations que tu as pu mener et qui te redonne le sourire à chaque fois que tu y penses. Ouais, bah moi typiquement, là pour rester sur le meeting pour l'instant, le meeting la première année, à la fin du meeting, donc première année, c'est un peu, enfin on a quand même pas mal d'athlètes, on avait presque 400 athlètes, mais bah, voilà on a un peu galéré les dernières semaines à tirer du monde, on savait pas trop ce que ça allait donner, et en fait après le meeting, on a plein de jeunes bénévoles qui se mettent à faire la fête. Et bah, on a Sergio, notre DJ ancestral, qui a mis un peu l'ambiance tout le long du meeting. Et en fait, bah, à la fin, enfin, nous, on n'avait pas forcément prévu ça. Et puis ça part presque en soirée improvisée, quoi. Et ça, c'est un truc pas prévu. En fait, on essaie souvent de tout prévoir, de tout caler, de tout timer. Et en fait, des fois, c'est des petits moments comme ça où un truc que tu t'attends pas, que t'as pas prévu, et qui te fait sourire et qui te dit, oh, punaise, c'est trop cool. Les gens sont contents d'être là, enfin, ça part bien, j'avais pas prévu ça, mais tant pis, c'est génial. Ça, ouais, le meeting, la première année, c'était vraiment cool. Et même l'année dernière, en fait, quand t'arrives dans l'événement, t'as toujours c'est pas forcément quelque chose de fou pour le regard du grand public, mais toi, en tant qu'organisateur, tu vois des petits éléments qui disent, ah ouais, génial, ça, c'était trop cool. Et pour arriver à tout gérer, tu fais comment au quotidien? C'est quoi l'organisation de Nathan Bouteille qui est athlète, qui est encore étudiant, Oui. qui est organisateur, qui est élu au comité directeur? Euh, Bah, des fois, je gère mal, forcément. Non, bah, moi, j'essaie de tout faire, donc et puis en plus, je sais pas trop dire non, donc c'est un peu compliqué des fois. Mais globalement, c'est pas toujours la même temporalité. Il y a des phases où, bah, typiquement, là, on rentre dans les compétitions en tant qu'athlète. Donc, bah, tous les week-ends sont beaucoup pris par les compétitions, mais pour le coup, la semaine, c'est un peu plus léger sur les entraînements, forcément. Donc, en même temps, on peut un peu plus s'investir sur les à côté. Il y a des semaines des mois de préparation où on s'entraîne beaucoup, mais où du coup les week-ends on est plus dispo, on peut aussi s'investir un peu plus sur je sais pas l'orga du meeting ou des choses comme ça. En fait, c'est jongler un peu en permanence sur les différents aspects, et puis après il y a toujours des choses qui se marchent dessus, où on a deux réunions le même soir, où on peut pas tout faire, et voilà, là cette année par exemple au comité de directeur, moi j'ai pris beaucoup de temps sur d'autres orgas, et du coup j'étais moins présent au comité de directeur. On s'excuse, on fait autrement, et voilà, on essaye d'adapter un peu. Mais c'est pas mal de temps, ouais. C'est pas mal de temps, et après on jongle avec le calendrier, on essaye de faire au mieux. Au moment où on tourne la vidéo, le meeting Rocket Soda de Saint-Étienne n'est pas encore réalisé. Euh, T'en espères quoi de cette troisième édition? C'est quoi les ingrédients que tu as rajoutés, que tu peux nous partager autour du meeting? L'avantage, il n'y aura pas de spoil vu que la vidéo sera postée après.
Déjà, c'est plus le meeting Rocket Soda, important. Ah mince. C'est pas grave. On coupe. C'est le meeting de Saint-Étienne. Et non, mais ça fait une petite anecdote d'ailleurs, parce que notre partenaire titre Rocket Soda, il s'agit en fait que la marque n'est jamais vraiment sortie, donc on a fait de la publicité pendant 2 ans sur une boisson. Je le dis parce que c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui quand je les croise sur les stades qui me parlent de Rocket Soda et qui ne trouvent pas forcément ce que c'est ou quoi. Et en fait, c'est une marque soda, ça porte bien son nom, mais qui n'a jamais été commercialisée. Donc voilà, aujourd'hui, on a décidé de passer outre. Aujourd'hui, c'est le meeting de Saint-Étienne. On se rattache un peu plus à l'identité de la ville. Et voilà, donc c'était la petite anecdote Rocket Soda. Et sinon, alors là, on a une grosse nouveauté sur le meeting, notamment qui va être un 100 mètres open. Voilà, on s'est dit. Alors pour info, on a eu l'idée avant tous ceux qui sont en train de le faire actuellement, notamment Younes qui fait ses 100 mètres et ses 400 mètres et que je remercie et qui vient au meeting d'ailleurs. Mais Universe exactement, voilà, sur sur Instagram. Instagram qui a plutôt une belle communauté. On s'est dit, voilà, nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on se démarque de tous les meetings aujourd'hui? On s'est dit, il faut qu'on arrive à toucher plus de monde. C'est dur les meetings aujourd'hui au niveau régional, même les meetings nationaux. Des fois, il n'y a pas toujours énormément de public. On s'est dit, il faut qu'on attire du monde. Il faut qu'on trouve quelque chose pour se démarquer sur l'animation. Et du coup, on a choisi de faire un 100 mètres open. Bon, on aurait pu trouver un nom un peu plus sexy. Pour l'instant, c'est 100 mètres open. L'idée, c'est que les gens puissent venir se tester sur la distance du 100 mètres en vraies conditions, c'est-à-dire avec des starting blocks, avec une chambre d'appel, sur une piste qui est quand même à Saint-Étienne, qui est assez incroyable, une piste voilà, de haut niveau, avec des vrais résultats, avec une finale, et voilà, une présentation des athlètes. Donc l'idée, c'est qu'on lance ça. Pour l'instant, ça prend plutôt bien les inscriptions. Donc à l'heure où sortira le podcast, peut-être qu'on aura eu 500 athlètes sur le 100 mètres open et j'en serais ravi. Mais non, voilà, ça va être la nouveauté. Je pense que ça va être très drôle. On risque d'avoir, alors j'espère pas trop, mais des petits claquages ou peut-être des petits aussi soucis parce que voilà, c'est pas forcément des athlètes. J'espère qu'on aura des roulades, des cascades, que ça va être un peu l'animation du meeting aussi. Alors bien sûr, c'est avant les vrais athlètes. Et l'idée, c'est qu'on ait une finale pendant le meeting. Donc voilà, typiquement juste après la course de Younes, donc pour pouvoir aussi comparer un peu les temps du grand public à celle voilà, des meilleurs athlètes nationaux, parce qu'on a aussi Antoine Toraval qui est là cette année, qui est aussi quand même une référence nationale. Donc on se dit, voilà, c'est assez drôle, et il y a quand même beaucoup de personnes, notamment des footeux ou dans d'autres sports, qui veulent toujours aller se tester sur ah, moi je suis super rapide, moi je peux battre ci, je peux battre ça, je peux faire tel temps. Et en fait là ils vont se confronter à un vrai chrono avec le dieu du chronométrage qui est Eric Crépiche, qu'on a la chance d'avoir à Saint-Étienne. Donc voilà, ça devrait être c'est la nouveauté et je croise les doigts pour que ça se passe bien. Tu sais donc il y a des questions qu'on va devoir poser et que tu auras un temps limité. 50 secondes 84. Top! Y a-t-il plus d'adrénaline à passer 5 mètres ou plus d'adrénaline à avoir 2000 personnes au départ d'une course? 5 mètres. Blonde ou brune? Blonde. Départ à l'heure ou météo parfaite? Départ à l'heure. Marathon de la bière ou foulée de Noël? Foulée de Noël. Perche qui se casse ou pistolet qui s'enraye? Pistolet qui s'enraye, moins embêtant. Le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Courir plus vite. Bouteille ou pression? Bouteille. Baliser le parcours ou démonter le village? Baliser le parcours. Courir un marathon avec une perche ou sauter après avoir bu une pinte? Sauter après avoir bu une pinte. Et le pire cauchemar pour un organisateur? La météo quand même. On va parler plus précisément du marathon de la bière. Alors, le meeting de Saint-Étienne se lance. On va être sur une 3e édition qui est porteuse d'une nouveauté. Tu nous en parlais du 100 mètres open. On aurait pu parler des foulées de Noël qui sont organisées à la Talaudière, et la 2e édition aura lieu Décembre. en décembre. Tu peux donner la date? 19 décembre. 19 décembre. Mais dans les événements sur lesquels tu contribues, il y en a un qui est quand même particulièrement important et beaucoup plus inscrit dans le paysage aujourd'hui du Forêt, c'est le marathon de la bière. T'as vu, en plus on a fait plein de jeux de mots durant le... C'était pas mal, il y a des questions que je m'étais pas posées. Mais c'est vrai que sauter après une pinte, ça doit pas être facile quand même.
Il faudra tester aussi après le 400 mètres. C'est ça. On t'inquiète pas, on va tout organiser pour toi. Le marathon de la bière, comment tu arrives dans cette aventure? Et ben, alors je reviens au meeting, mais du coup j'étais parti plutôt, si on parle plutôt un peu de carrière, après mes études, après mon lycée, j'étais parti plutôt sur les études dans le sport, sur l'entraînement. Et en fait, en organisant le meeting, du coup, ça fait 3 ans maintenant, enfin, là, ça sera la 3e édition cette année, donc ça fait un peu moins de 3 ans qu'on est dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que plus ce qui était événementiel, ça me plaisait un peu plus. Et il y a aussi des contraintes, alors il y a d'autres contraintes, mais il y a des contraintes en entraînement qui étaient assez lourdes sur la vie, sur aussi moi comment je pouvais m'entraîner personnellement à côté. Et du coup, je décide de me réorienter après mon master en entraînement sur du management du sport, donc plutôt axé événementiel. Donc c'est pour ça que je suis à l'école actuellement à Lyon. Et à côté de ça, il fallait que je trouve une alternance. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait un peu dans le sport, plutôt par ici, voilà, dans la région toujours, ce qui pouvait être intéressant pour moi. Et il s'agit que le marathon de la bière avait du coup 2 ans, 2 éditions. C'était l'événement qui montait un peu. Ils avaient déjà fait des très beaux chiffres en termes de participants. Ils commençaient à avoir une belle image. Et eux, ils sont arrivés à un moment où c'était 100% bénévole. Ils avaient besoin aussi de trouver quelqu'un pour les aider dans leur go tous les jours. Et du coup là, le Coquelicot est partenaire de l'événement. C'est pour la labellisation par la Fédé. On en y reviendra peut-être, mais le Coq est partenaire, donc moi je connaissais l'événement, je connaissais un peu les organisateurs, et du coup là on est rentré en relation, on s'est rencontrés, ça a tout de suite bien fait. Et 2 ans après, je suis toujours là et je m'amuse bien, donc voilà comment j'y suis rentré. Si tu devais décrire le marathon de la bière à quelqu'un qui est peut-être éloigné de la pratique athlétique d'une part et qui n'a jamais entendu parler de l'événement d'autre part, quel mot utiliserais-tu? Quelle est la philosophie de l'événement? Euh, Alors c'est pas un marathon, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent, c'est un vrai marathon. En fait c'est une course festive, ça. Il y a plusieurs courses en France sur ce concept-là, notamment avec des vins. Donc le principe c'est en fait plein d'animations sur le parcours, plein de dégustations aussi, du coup là en l'occurrence de bière. Mais la base c'est surtout une course, et une course qui est labellisée. Et on a beaucoup de gens alors de l'extérieur, parce que maintenant ça commence à être un peu plus connu, mais qui viennent un peu plus loin, ou alors qui sont pas du tout dans le milieu de l'athlé, qui entendent marathon de la bière et qui pensent souvent au marathon qui sont organisés dans les soirées étudiantes, etc., où on fait le tour des bars et on boit une pinte dans chaque bar. Nous, c'est pas du tout ça, c'est une vraie course qui est labellisée, sauf qu'on a un petit plus, enfin un gros plus, qui est cet aspect très festif, avec un événement qui est sur 3 jours, avec beaucoup de fêtes autour, et puis pendant la course, voilà, c'est des groupes de musique, c'est des dégustations, c'est plutôt sympa. Comment on fait pour garder l'équilibre entre convivialité finalement, organisation sérieuse et aussi comment vous faites pour lutter contre cette image alcool qui coule à flot? On l'a dit, il y en a qui viennent en disant que c'est un barathon et il y en a d'autres qui comprennent que c'est un marathon avec cette touche conviviale supplémentaire. Ouais, alors on lutte pas forcément contre cette image-là. C'est plutôt pour le coup auprès des partenaires où on essaye un peu de faire la part des choses et de plutôt aussi vendre l'idée que c'est une vraie course. Les participants après nous en fait les gens viennent c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on a tous les publics et les gens viennent pour tout. On a des très très bons athlètes qui viennent pour chercher des belles performances, des qualifications pour les championnats de France, etc. sur les courses labellisées. Et on a aussi des gens qui viennent pour l'aspect festif et c'est très bien et c'est ce qui fait que c'est génial et que tous ces petits mondes se mélangent avec des athlètes FFA qui font leur gamme au milieu de personnes qui sont déguisées dans tous les sens, et qui sont déjà aussi un peu alcoolisées. C'est un peu une alchimie qui fait que l'événement est un peu unique, enfin même est unique. Et voilà, on lutte pas forcément contre cette image. Après, on essaye nous vraiment aussi d'avoir un peu la double communication auprès plutôt d'un public fédéral et coureurs amateurs ou de bon niveau, d'avoir voilà ce truc. Voilà, c'est des courses labellisées, c'est qualificatif, et en plus il y a de l'ambiance, donc ça peut vous entraîner, vous aider à battre vos records, etc. Mais d'un autre côté, on communique aussi à fond nous sur le fait que c'est bien un marathon de la bière et que il y a bien des bières sur le parcours, alors qu'on n'est pas obligé de les boire, bien sûr, c'est de la dégustation, donc celui qui veut boire à tous les ravitaillements, il y en a 17 sur le parcours, donc ça fait 17 bières, faut être quand même solide. Mais voilà, s'il y en a un qui veut le faire, il peut le faire. Mais voilà, on ne pousse pas à la consommation d'alcool, mais c'est vrai que c'est un gros plus. Et aujourd'hui, il y a tellement de courses en France
que d'avoir justement cet aspect-là festif, même alcool avec, les gens adorent et nous on adore. Tu l'as dit, les gens adorent et ils reviennent surtout. En quelques années, c'est passé de première édition avec un petit millier de personnes Mm. à 10 000 cette année. Tu t'attendais à une si grosse, à une si grande réussite sur ce marathon? Alors moi je suis arrivé un peu au milieu de l'aventure, donc c'est vrai que le vent était déjà en poupe et oui on s'attendait à un poste de croissance, mais les 4 fondateurs que je nommerai pas mais qui se reconnaîtront, qui ont créé cet événement, non de base eux c'était l'idée c'était de faire une petite course, un truc sympa avec la bière parce qu'ils aimaient la course, ils aimaient la fête et en fait effectivement ça a pris une dimension qui est aujourd'hui assez énorme. Mais d'un autre côté, c'est pas étonnant parce qu'on a des retours encore là sur la 4e édition qui a eu lieu il y a 2 semaines. On a vraiment des super retours. Et en fait, les gens reviennent chaque année et surtout, en fait, ils en parlent autour et ils reviennent avec plus de monde. Donc on se retrouve en fait, bah forcément, avec 1000 coureurs qui en parlent à 1000 autres personnes. Et en fait, c'est un effet assez exponentiel. Et aujourd'hui, on a énormément de demandes. On ferme les inscriptions bien avant l'événement et c'est bah, on part sur l'année prochaine sur une édition anniversaire pour la 5e année qui devrait être aussi encore énorme et avec beaucoup de monde et avec une super ambiance parce que les gens viennent chercher une vraie expérience, ils sont satisfaits et donc forcément ils en parlent et ils reviennent avec plus de monde et voilà. C'est quoi l'objectif final un petit peu? Est-ce qu'il a déjà été réfléchi pour vous, le nombre de personnes qui peuvent être accueillies sur l'événement pour garantir aussi la sécurité? C'est quoi ce chiffre Alors on sera jamais sur un 60 000 comme un marathon de Paris parce qu'on reste à Montbrison qui est une petite ville où il y a que 15 000 habitants. Donc on est déjà pas très très loin, mine de rien, du nombre d'habitants de la ville. Et du coup, on a aujourd'hui des problématiques qui sont des problématiques d'hôtellerie, de stationnement, aussi d'approvisionnement des spectateurs, enfin de transport. Voilà, sur comment venir en train. On n'a pas d'aéroport, on n'a pas, voilà, il y a une petite gare, mais c'est pas non plus. Donc on a ces problématiques-là. Aujourd'hui, je pense que le chiffre de 15 000, il est très raisonnable et on devrait l'atteindre rapidement. Et je pense qu'on approchera là d'un plafond sur cet événement-là. Mais après, nous, l'objectif pour l'assaut, c'est aussi de développer plein d'autres événements. On a parlé des foulées de Noël tout à l'heure. Et l'idée, c'est de développer un peu. On a créé un label, du coup, qui est le label by AMDB, où on organise c'est toutes des courses où on essaye de lier à la performance, de lier cet aspect festif. Et aujourd'hui, il y en a 4. Et l'idée, c'est d'en développer d'autres. Et un peu partout sur le territoire. Donc voilà, on s'affaire un peu là-dessus et il devrait y avoir d'autres courses qui devraient être un peu de partout avec cet ADN qui est vraiment festif et sympathique. Donc pas de souhait pour l'épreuve phare, le marathon de la bière, d'aller vers les 32 000 et quelques participants qu'on peut voir notamment sur le marathon du Beaujolais? Alors je vais pas parler non plus à la place de toute l'organisation, mais non, on n'a pas les installations, pour l'instant on n'a pas les structures dans cette ville qui nous permettent d'accueillir autant de monde. Et alors après, on pourrait le faire, mais nous on veut vraiment garder cette satisfaction des coureurs. On aurait pu le faire même cette année déjà, faire peut-être 15 000 si on fermait pas les inscriptions. Mais c'est quand même assez compliqué à gérer en termes d'orga, tous les ravitaillements festifs notamment, qui peuvent créer beaucoup on va dire, de bouchons sur le parcours. À l'arrivée, il faut aussi pouvoir, nous on a un salon, à l'arrivée c'est une grosse bringue, hein. Donc tous les coureurs se retrouvent dans ce salon-là, qui est malheureusement, on l'a déjà agrandi cette année, mais qui est pas extensible à l'infini. Et voilà, nous l'idée c'est, on veut vraiment avoir un événement qui est qualitatif. Voilà, pour l'instant, on a des super bons retours sur les réseaux, sur nos questions de satisfaction, par message, on reçoit plein de mails, les gens sont super contents. Et l'idée, c'est, on préfère faire un événement avec un peu moins de monde qu'un marathon du Beaujolais, mais où les gens sont super contents et reviennent et en parlent. Et au moins, ça crée de l'effervescence pour l'événement plutôt que d'avoir 30 000 personnes et que les gens soient garés à 20 km, que tout le monde râle parce qu'il y a du retard ou parce qu'il y a autre chose. Voilà, c'est pas forcément l'idée. Faut combien de temps pour préparer un marathon de la bière? Il faut beaucoup de bière, déjà toute l'année, beaucoup de réunions, Non, il faut un an. Là, clairement, on a fini il y a 2 semaines l'organisation de la 4e édition et on est déjà tourné vers 2027. Il y a tellement d'aspects à gérer au sein de l'événement qu'en fait, voilà, là, dans le bilan de l'édition 2026, on prépare déjà la 2027 et il y a plein d'éléments. Voilà, on ouvre l'inscription en octobre. En fait en octobre il faut que l'événement soit ficelé presque, alors ficelé sur les grands aspects, mais il faut qu'on ait nos épreuves, il faut qu'on ait nos tarifs, il faut qu'on ait nos horaires et ça en fait ça arrive très vite. On en joue un peu, on va rappeler quand même que l'alcool c'est dangereux pour la santé à un moment dans cette émission, parce que sécurité, prévention oblige.
Mais sans parler d'alcool en particulier, le marathon de la bière et les événements que tu coordonnes sont associés désormais avec le dispositif Safe Race. Oui. Veux-tu nous en parler? Carrément, carrément. C'est frais, c'est une innovation en plus du coup qui est de Haute-Loire, donc à côté de chez nous. Je pense que ça va être amené dans les prochaines années à être sur toutes les grandes courses en France et peut-être même ailleurs. L'idée c'est aujourd'hui on a une vraie problématique sur les courses, notamment sur les marathons où il y a 42 km de route, à assurer la sécurité de tous les participants sur tout le parcours. L'idée, nous, c'est qu'on a un système là aujourd'hui avec Safe Race que je remercie, où tous les participants ont une application qui leur permet en fait d'être géolocalisés, s'ils l'acceptent bien sûr, hein, et de pouvoir signaler tout incident sur le parcours. Et à côté de ça, on a un dispositif du coup de Safe Runner. Donc c'est personne qui court avec un tout petit défibrillateur dans le dos, qui se sent vraiment pas, qui a intégré un gilet. Et du coup en fait ça permet en cas d'alerte sur le parcours d'envoyer le safe runner, le death runner pardon, le plus proche du lieu de l'accident, et du coup qui permet de temporiser et éventuellement d'assurer en cas d'arrêt ou d'accident très grave, de temporiser en attendant les secours et puis d'être plus rapidement sur le lieu de l'incident. Les safe runners, ils sont formés pour l'événement? Ils sont formés pour l'événement. Alors alors c'est pas, en fait, il y a rien de très compliqué à part, ils sont formés sur l'utilisation du défibrillateur. Et sinon, c'est juste des coureurs. Nous, en fait, à la fin, une fois qu'on a toute une inscription, on fait passer des messages sur notre liste de diffusion. Et en fait, les coureurs qui sont intéressés sur nos parcours, on les forme juste à l'utilisation du défibrillateur. Et derrière, c'est parti. Ils ont juste à courir. Normalement, si tout se passe bien, ils ont rien d'autre à faire. Ils doivent juste être en veille avec leur téléphone au cas où ils aient une alerte pour pouvoir se rendre le plus rapidement sur le lieu de l'incident. Mais globalement, voilà, pour l'instant, on croise les doigts. On n'a pas eu à se servir du dispositif et j'espère qu'on s'en servira jamais. Mais en tout cas, il est là par sécurité et c'est un vrai plus. Et nous, en tant qu'organisateur, quand on voit aujourd'hui les incidents qu'il y a sur pas mal de courses, c'est très rassurant d'avoir ça. On a parlé quintu hors de tête en t'intégrant du marathon de la bière. On a parlé un peu des euh, limites logistiques que permettra la ville de Montbrison ou non. Il y a une dimension qu'on a peut-être moins abordée, c'est la partie bénévolat. Le marathon de la bière, c'est 600 bénévoles. Exactement. C'est énorme. C'est énorme et c'est aussi énorme quand on les voit arriver le matin et qu'il faut gérer tout ça. Ouais, mais en même temps, c'est l'essence même de l'événement. Et je remercie tous les bénévoles parce que sans ça, l'événement ne peut pas avoir lieu. Mais effectivement, c'est beaucoup de coordination, c'est beaucoup de travail en amont pour le recrutement, c'est beaucoup de gestion, de Comment on fait, relationnel. tiens, pour les recruter et pour surtout les garder? Alors, Comment ça se passe on n'a pas de recette magique. C'est beaucoup de communication. Ça vient aussi des années précédentes, c'est-à-dire que nos bénévoles, comment on les traite pendant l'événement, l'expérience qu'ils vont vivre, nous on essaye aussi de les faire profiter de l'événement. Voilà, ils ont la bière à volonté et, et non, c'est super important comment on les traite. Ils profitent vraiment de l'ambiance de l'événement et du coup, pareil, c'est la même chose. Ils ont envie de revenir l'année d'après et ils reviennent pourquoi pas avec le copain, avec la copine, avec le père, avec la fille et voilà. Et après, on s'appuie aussi sur les assos, comme le Coq, qui nous fournissent aussi des bénévoles et je les en remercie parce que voilà, nos 600 bénévoles aujourd'hui, on a estimé là du coup sur le bilan qu'on a fait de cette édition que l'année prochaine on aura besoin de 800. Donc les 200 bénévoles à trouver, effectivement, il faut les trouver. Après, on a aussi beaucoup de coureurs qui n'ont pas forcément de dossard pour la course, ou qui se disent je veux participer quand même à l'événement. J'essaye de venir par un autre moyen, et du coup je viens aider sur l'événement. Ça me permet de profiter des soirées, de voir aussi les courses. Nous, les ravitaux sont très 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 festifs, et du coup les bénévoles adorent aussi être dessus. Donc on a la chance quand même je pense qu'on a moins de problématiques qu'un club ou qu'une asso à l'année à trouver des bénévoles sur les tâches des fois qui sont un peu plus fastidieuses et un peu moins gratifiantes. Nous, c'est un événement qui est festif et les gens adorent en fait venir aider. Voilà. Euh, le bénévolat, tu l'as dit, c'est compliqué d'attirer, fidéliser. Un peu plus simple sur le volet événementiel, peut-être que sur le volet d'engagement annuel et pluriannuel. À ton avis, est-ce que le bénévolat sportif, il est suffisamment reconnu aujourd'hui?
Oui, il est assez reconnu. Alors, je sais pas ce que tu entends par reconnu. Il est assez développé. Valorisé, dans le sens de Ah, reconnaissance pour les bénévoles. pour les bénévoles, par les bénévoles et par Mm. ceux aussi qui sont autour d'eux. Parce que Non, je pense pas. Non. En tout cas, dans tous les clubs et les assos, non, parce que souvent, on le voit, le bénévolat est quand même assez vieillissant aujourd'hui dans ces structures. Et je pense que non, souvent on a tendance à oublier que les gens sont bénévoles presque. Et à part les personnes qui sont eux-mêmes bénévoles, c'est dur de se dire que en athlée, les juges qu'on a en face de nous, non, c'est pas comme au foot, c'est pas les arbitres qui sont payés, c'est souvent c'est même tout le temps des bénévoles. Et non, je pense que c'est pas assez valorisé. Après, c'est aussi très 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 dur de valoriser un bénévole. Parce que justement, ça reste un bénévole et on peut pas non plus enfin, voilà, si on commence à le payer, c'est plus un bénévole. Donc voilà, on essaye il faut les mettre en valeur. Aujourd'hui, je pense que sur des gros on l'a vu au JO de Paris, typiquement, des événements d'une envergure énorme, c'est facile parce que il y a le prestige de l'événement qui attire, et puis derrière, il y a les moyens de leur faire des dotations qui sont quand même assez géniales. Mais sur les petites structures, non, il y a trop de bénévoles, je pense qu'ils sont pas assez mis en lumière, et du coup, ça donne aussi pas envie à d'autres personnes de s'investir. C'est plutôt ça le problème, en fait. Parce qu'il y a plein de bénévoles qui attendent pas forcément quelque chose en retour. C'est le principe. Mais par contre, voilà, il y a plein de jeunes qui auront jamais l'idée d'être bénévoles quelque part dans une asso ou quoi. Et ça m'est bien dommage. Et ça, effectivement, il faudrait qu'on le mette mis en lumière. pour aller vers la fin de cet épisode, on va te demander un choix cornélien. Quel est ton déguisement favori du marathon de la Vière, toute organisation que tu as pu mener? Alors, cette année, c'était pas mal avec les Chevaliers Dragons. On a eu pas mal de beaux déguisements. Euh, J'en ai deux là qui viennent en tête. Nous, on fait un challenge du meilleur déguisement. Donc on récompense le meilleur déguisement après la course. C'est très très drôle de repasser sur un peu toutes les photos pour trouver le meilleur déguisement d'ailleurs. Euh, L'année dernière, il y avait c'était quatre jeunes filles qui s'étaient déguisées en sanglier. Mais alors un sanglier à quatre personnes. C'est-à-dire que sur le dos, il y en avait une qui avait le SA, l'autre le NG, enfin bref, qui faisait sanglier sur leur dos, donc elles ont couru toutes les quatre toujours en ligne, et puis habillées entièrement en sanglier. Et sur des photos, des fois elles sont à quatre pattes en train de faire le sanglier, enfin c'est assez rigolo. Et l'année dernière, on a eu aussi le droit à un super char. Donc c'était des personnes qui ont couru avec le vrai char. C'était exceptionnel, un truc magistral. Ils étaient une dizaine. Et ouais, non, c'est ça pareil. C'est en tant qu'organisateur, c'est trop drôle. On voit ces gens-là arriver. T'as des athlètes comme Samir Tata qui gagne le 10 km cette année, qui vient déterminer échauffement. Et à côté, il y a des filles déguisées en sanglier qui sont à quatre pattes par terre. Un peu Le grand écart? c'est un peu le grand écart, effectivement, mais c'est aussi ça qui est super drôle et qu'on aime bien. On a une surprise pour toi. On va te laisser tourner la tête vers l'écran. Le 5 mètres. C'est le saut de ton 5 mètres. Voilà, je pouvais pas décrire le ça on contrôle pas. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Voilà, ce que je disais, c'est on explose de joie, mais on sait pas trop. Ça me fait un peu rire d'ailleurs de voir cette vidéo parce que je me dis que j'étais quand même un peu fou, mais maintenant je réagis pas comme ça quand je passe 5 mètres. T'es Mais ému un peu. ouais, c'était fort ça. C'était fort. En fait, à un moment on tente 5 mètres, on n'y arrive pas, et en fait on s'attend presque plus à le passer. Donc le moment où ça vient, on se dit mais putain, c'était là en fait. Et puis là j'avais passé au premier essai. C'est quand même rare qu'on tente un record passer au premier essai comme ça, donc c'était fort. Et puis il y avait le petit Yannis Per que j'ai coaché, qui était plus au club, donc il m'a coaché pour cette compète, donc c'était assez drôle que l'athlète coach l'entraîneur qui bat son record. Voilà. C'était des émotions. Des émotions. Bien, merci Nathan pour cet échange. Merci à toi. Et on te dit à bientôt sur les stades. Et on vous dit à vous, auditeurs, auditrices, à bientôt.